Mesdames, Messieurs, nous vous savons nombreux en train de suivre votre magazine économique Focus Eco qui va aujourd'hui aborder l'exploit historique du gouvernement Sama Lukonde Kyenge avec l'atteinte des assignations budgétaires en termes de recettes. Les régies financières ont crevé les plafonds. Les régies financières ont réalisé plus de 14 000 milliards de recettes propres internes. C'est une grande première parce que l'année où l'exercice fiscal n'était pas encore terminé, au mois de septembre déjà, les réalisations ont atteint le 133%. Pour parler justement de cet exploit réalisé par le gouvernement des Warriors, le gouvernement Sama Lukonde Kyenge, j'ai invité pour vous quelques spécialistes des questions économiques et politiques. Il s'agit notamment de Patrick Makanga. Bienvenue sur ce plateau. Merci beaucoup, cher Oscar. Je salue tous ceux qui sont scotchés en train de nous suivre. Nous allons croire que nous allons faire des très bons partages, et surtout avec les sujets que vous venez d'annoncer tout à l'heure. L'exploit historique. Oui, c'est un sujet de joie pour l'ensemble de la population congolaise, parce que plus que hier, aujourd'hui, comme nous l'avons aussi souvent dit, le gros dans notre pays, c'est de le mettre sur le chemin de l'espoir. Nous allons revenir, Patrick Makanga. Merci beaucoup. Juste à sa gauche, nous avons un homme à ne plus présenter, un habitué de ces plateaux, Israël Moutala. Il est directeur général, d'abord analyste politique et économique surtout, et directeur général de 7 sur 7, c'est ça? Oui, c'est bien ça. Merci. Et comment vous vous sentez aujourd'hui? Parce que vous venez d'effectuer un long périple, d'abord aux États-Unis, à New York. Vous avez été dans la suite du président de la République. Et vous deviez y rentrer avec le ministre des Finances, mais des contraintes sur place vous ont bloqué. Merci de cet accueil. J'ai eu beaucoup d'activités aux États-Unis. J'ai couvert, à part l'Assemblée générale de l'ONU à laquelle a participé le président de la République, j'étais aussi invité à la manifestation de Forbes, du magazine américain Forbes, qui a primé... Plusieurs personnalités politiques de la RDC, notamment les ministres des médias. Le ministre de la Communication et des médias, Patrick Mouyaya, le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, et l'inspecteur général de l'IGF, Jules Alinguete. Mais il y avait aussi notre activité. Je m'étais rendu aussi au PNUD et à Houston, où deux institutions ont reçu le patron de la Direction générale des impôts, lui aussi dont on a salué le managership dans la collecte des impôts. Il a reçu les félicitations de hauts responsables du PNUD qui lui ont assuré de leur soutien par rapport aux réformes qu'il entend implémenter à la DGI pour accroître encore davantage les recettes publiques. Et justement, ces félicitations se poursuivent jusqu'au pays parce que les régies financières ont réalisé des prouesses pour cet exercice budgétaire. Les budgets, le projet des budgets tel qu'il avait été proposé en son temps, qui frôlait plus de 11 milliards de dollars américains. Et aujourd'hui, ces assignations, n'est-ce pas, réservées, allouées aux régies financières, ont été atteintes et même dépassées. Je commence par Patrick Makanga, 133%. De plus de 11 milliards de francs congolais attendus, les régies financières ont mobilisé plus de 14 000 milliards de francs congolais. Oui, il y a, sur ce point-là, il y a une petite nuance qu'on doit un peu expliquer, parce qu'il y a, dans l'élaboration du budget, il y a des recettes en termes du fonds de ressources propres. De ressources propres, et puis il y a aussi la partie qui nous vient de partenaires extérieurs. En termes de ressources propres, le gouvernement congolais devrait mobiliser 7,4 milliards de dollars américains en termes de prévisions sur base de recettes. Alors maintenant, il s'est fait que le gouvernement, en rapport avec des ressources propres, est allé au-delà des assignations. Alors, dans cet état des choses, nous, qu'est-ce qu'on doit dénoter? Cela prouve à suffisance qu'aujourd'hui, avec le gouvernement Sama Lukonde, il y a du sérieux, de un, et du sérieux. Parce que, de par l'histoire de notre pays,
Ce n'est qu'à l'avènement de ce Premier ministre où on peut aujourd'hui parler des révisions à la hausse du budget, des projets pour revoir à la hausse le budget, parce que ce n'est pas la première fois. Vous en souviendrez qu'en 2021, c'était presque pareil. Il fallait créer encore, il fallait introduire un projet au niveau de l'Assemblée nationale pour que le budget soit revu à la hausse. Et cette fois-ci, c'est le record qui n'a jamais existé. Parce que dans notre pays, nous avons comme histoire, depuis le Premier ministre Gizenga Fundi jusqu'à ces jours, on a toujours constaté qu'en termes de prévision, nous n'avons jamais atteint 100%. Des fois, nous naviguons à 50, 60%, ce qui même dérange le taux d'exécution. Et il y a beaucoup de projets qui restent en suspens. Mais aujourd'hui, c'est un record qui n'a jamais existé, que cela nécessite à ce que nous puissions informer, nous puissions sensibiliser la population. Pourquoi? Parce que cela peut susciter en quelque sorte, peut créer un sursaut patriotique au fief de différents Congolais, dans différents coins où ils se trouvent, pour que nous puissions prendre à cœur, nous puissions prendre à bras le corps la chose publique de l'État. Parce qu'aujourd'hui, le 30 septembre, le gouvernement Sama Lukonde a eu à réaliser, est allé au-delà des assignations budgétaires en termes de recettes. Donc, jusqu'à arriver en décembre, il faudrait que le budget soit revu en cours de l'exercice. Et cela montre à ce que le chef de l'État a le cœur de travailler. Il veut donner une autre image de notre pays. Parce que même nos différents partenaires sur le plan international aujourd'hui commencent à nous jeter des fleurs. Parce que même sur le plan... On va y arriver. Sur le plan économique aujourd'hui, la République démocratique du Congo est au-dessus de la moyenne africaine. Vous voyez, en termes de croissance. Au-dessus de la moyenne africaine, mais il se pose un sérieux problème, parce que dans certains officiers, pas des chiffres, mais les sociales ne suivent pas. On va y revenir. Israël Moutala, les régies financières ont réalisé des prouesses, s'il faut appeler ça comme ça. Quand nous lisons dans la presse à Kinshasa, l'on nous dit qu'aucun des prédécesseurs, même si comparaison n'est pas raison, des prédécesseurs de Sama Lukonde n'a pu réaliser un tel exploit. Votre commentaire? Bon, mon commentaire, d'abord, je salue l'exploit. Il s'agit bel et bien d'un exploit. Les faits sont là. Ça veut dire qu'avant que l'année ne s'achève, parce que nous sommes à 2 mois de la fin de l'année, donc le gouvernement a atteint, voire dépassé les assignations budgétaires, ce qui avait été prévu. Donc c'est un exploit authentique. Je parle par exemple de la DGI, qui déjà au mois de juillet avait atteint ses assignations qui était de l'ordre de 3,5 milliards de dollars. Et cette année, la DGI prévoit de mobiliser au moins 5 milliards de dollars. C'est exceptionnel, c'est énorme, il faut souligner cela. Mais je rappelle encore que le budget de 2021 était d'à peu près 7 milliards de dollars. Les budgets de 2022 qui s'exécutent en ce moment est d'à peu près 10 milliards de dollars. C'est 9,9 milliards de dollars. À peu près 10 milliards de dollars en ressources propres comme en ressources externes. Et les projets de budget pour l'exercice 2020 Pour 2023, on projette un budget d'à peu près 14 milliards de dollars. À peu près. Mais sur le budget qui nous intéresse, le budget d'aujourd'hui, la proportion des ressources internes était de l'ordre de 70%. Donc, l'État, par ses propres moyens, par ses propres ressources, comptait mobiliser 7,5 milliards de dollars. Là, sans compter les appuis extérieurs. Sans compter les appuis extérieurs. Les appuis extérieurs étaient de l'ordre de 2,5 milliards de dollars. Or, avec la tendance qui s'est dégagée, le gouvernement, par ses propres moyens, par les ressources internes, va atteindre, voire dépasser la barre de 10 milliards de dollars. Voilà pourquoi c'est historique, voilà pourquoi c'est important de le souligner. Mais c'est la victoire de qui, la victoire de quoi? Ça, c'est la question, la grande question qu'il faut poser. C'est la victoire de qui, de quoi? Parce que dans la presse, quand vous lisez, on vous dira que des Gizenga, en passant par Ilunga Ilunkamba, par Muzito, Matata Pogno, Chibala ou encore Sami Badibanga, aucun
de ces premiers ministres n'a pu réaliser un tel record? Je serai je vais rester le plus objectif et le plus franc sur cette question. D'abord, la franchise sur le plan politique. Il y a la question du volontarisme politique. Le président de la République a fait montre d'une grande volonté politique pour qu'on atteigne ce budget-là. Donc, les mérites lui reviennent. En le disant, je ne fais pas du populisme, les gens savent comment je suis franc et je vais vous démontrer tout au long de cette émission. En 2020, le président de la République avance l'idée de doter la République démocratique du Congo d'un budget d'au moins 10 milliards de dollars. Il a été raillé et moqué par l'ancienne majorité, FCC. Et je tiens l'anecdote de deux cadres de l'ex-FCC qui ont dit qu'au lendemain, parce qu'il y avait un conseil de ministres houleux notamment, où il y avait des échanges de paroles aigres-doux entre Sylvain Mutombo notamment et quelqu'un d'autre du ministère le ministre des Finances, c'est Yalagouli. Donc c'était l'ancien ministre des Finances. L'ancien ministre des Finances qui avait dit au cours de ce conseil de ministres que c'était impossible d'envisager un budget de 10 milliards de dollars. Quelques jours après, ce conseil houleux, il y avait une grande réunion à Kingakati autour de l'ancien président de la République, Joseph Kabila, qui leur a posé encore cette question. Mais nous, on a déjà fait toutes les projections. Est-ce qu'il est possible d'atteindre un budget de 10 milliards? Encore une fois, les gens se sont éclatés de rire, se moquant. Non, c'est des rêveurs. On ne peut pas atteindre ce chiffre-là. 2 ans plus tard, le président de la République a relevé ce défi. On atteint 10 milliards de dollars en termes de ressources propres. Donc c'est très très important. Ça c'est je montre d'abord que ce succès financier, d'abord c'est le chef de l'État. C'est le chef de l'État. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Absolument, sa volonté. Mais le chef donne une vision, mais il y a des gens qui implémentent cette vision. Et donc le Premier ministre Sama Lukonde, avec sa technocratie, a pu matérialiser cette vision-là. Mais il y a d'autres artisans notamment. L'autre artisan clé, c'est le ministre des Finances, Nicolas Kazadi. On va y revenir, Israël. Il y a beaucoup d'acteurs qui interviennent dans la mobilisation. Mais le problème, c'est que quand je parle de Nicolas Kazadi, je vois aussi les régies financières. Et notamment le DG de la DGI, Barnabé Mwakadi Mwamba. Ça veut dire que la DG aujourd'hui, c'est le premier contributeur au budget de l'État. Et donc, c'est lui qui fait des dépassements exceptionnels. Au côté de la DGI, il y a la DGDA, il y a la DGRAD pour les recettes non fiscales. Voilà. Il y a une tendance haussière, il y a voilà qui s'inscrivent. Mais on ne peut pas oublier aussi le travail de policiers, le travail de bonne gouvernance de l'IGF. Donc, l'IGF a aussi apporté sa pierre. Mais pour que je sois juste sur cette question, l'accroissement du PIB, vous avez aussi le code minier. Le code minier aussi, qui a été l'œuvre de l'ancien président de la République, Joseph Kabila. Donc, vous avez ces phénomènes là-bas, parce que dans le code minier, qu'est-ce qu'on avait accru souvent? Qu'est-ce qu'on avait accru? On avait accru la pression fiscale. Donc, aujourd'hui, nous bénéficions aussi de cette pression fiscale. Donc, il y a cette conjugaison de tous ces phénomènes qui font qu'aujourd'hui, nous sommes dans une tendance qui est haussière. Nous avons atteint la barre fatidique de 10 milliards de ressources. Merci Israël. On a atteint la barre fatidique de 10 milliards. Dans un poste, l'inspecteur en chef de l'IGF, Gilles Alinguete, a dit que ces prouesses, cette réalisation est le fruit d'un travail de bonne gouvernance. Patrick Makanga, est-ce qu'en RDC, au jour d'aujourd'hui, est-ce qu'on peut parler de la bonne gouvernance dans ce pays? Avoir les coulages des recettes, la proportion atteinte par le coulage des recettes. Aujourd'hui, on détourne en des termes de millions de dollars. Et lui, il parle en termes de bonne gouvernance qui a fait en sorte qu'aujourd'hui, le gouvernement Sama Lukonde puisse réaliser cet exploit. Alors, ce qui est vrai, on doit être le plus sincère possible. On doit reconnaître qu'il y a eu des exploits. Et que la bonne gouvernance, ce qui est vrai, en termes de pourcentage, nous n'avons pas encore atteint les 100%. Mais on voit
les gens s'activaient, les gens s'y activaient, les gens se donnent à fond pour que nous atteignions des pourcentages beaucoup plus élevés. C'est la chose qui justifie des prouesses obtenues aujourd'hui. Hein, aujourd'hui, nous avons atteint en termes de ressources propres des recettes à la hauteur de 10 milliards. Donc pour dire qu'il y a une action. Donc les recettes ont triplé de 3 milliards à 10 milliards. Bien sûr. Ça veut dire que, pour dire qu'il y a eu une action quelque part. Le chef de l'État, quand il est venu à la tête du pays, en connaisseur, congolais qui connaît les réalités de son pays, qu'est-ce qu'il a fait? Il a activé un aspect très important qui constituait depuis longtemps une gangrène, même dans notre système économique, dans le système de mobilisation de recettes. C'était quoi? C'était la corruption et les détournements. En mettant en place, plutôt en donnant beaucoup plus de vie à l'inspection générale des finances. Alors, avec cet élément, pour lutter contre la corruption, cela a permis au gouvernement sérieux qu'il est d'avoir tout ce qu'il a eu à avoir en termes de recettes. Vous voyez, qu'aujourd'hui, notre pays, bientôt, je pense que si nous maintenons le cap, va entrer dans la liste de pays modèles en termes de mobilisation de recettes. Parce que vous vous souviendrez que nous obtenions jadis tout le temps des observations, des recommandations du FMI, recommandations de la Banque mondiale, et qu'on devrait être sérieux en termes de budget, en termes de mobilisation des ressources, et qu'on devrait même agrandir notre assiette fiscale en créant d'autres taxes. Mais vous voyez qu'aujourd'hui, avec le chef d'État, il n'a ni asphyxié la population pour créer d'autres taxes, mais avec ce que nous avons l'habitude d'avoir en République démocratique du Congo, nous avons déjà atteint, ces niveaux. Donc pour dire que le pays est en train d'être mis sur un chemin de l'espoir. Parce qu'on peut beau dire, tout dire, parce que je me suis... tout à l'heure, vous venez de soulever un point sur ayant trop social de notre pays. Oui, nous sommes d'accord. Parce que les changements que nous voulons, c'est dans tous les aspects. C'est sur le plan social des Congolais, sur le plan sécuritaire. C'est ça justement, on attend l'impact. Les chiffres, oui. On va vous parler des chiffres, la croissance économique, on va vous parler des chiffres. Comme vous le dites maintenant, c'est plus de 14 000 milliards de francs congolais mobilisés. Mais l'impact sur la vie sociale, les paniers de la ménagère. On ne sait, par contre, les prix sur le marché continuent à galoper. Il y a ceci, je vous l'ai dit que le changement ne viendra pas en claquant du doigt. Le changement, c'est tout un processus. Il faut que nous commencions d'abord quelque part. Parce que les besoins en termes de dépenses, parce que le budget en soi, c'est l'ensemble de recettes et de dépenses dans un État, bien dans un système. Alors, le besoin, donc des dépenses, parce que le besoin que nous avons, c'est aussi des dépenses. Des besoins que nous avons en termes de dépenses, en tout cas, les 10 milliards sont encore peu pour que nous sentions l'impact sur le plan social. Vous verrez que d'autres experts ont eu même à statuer sur le fait qu'il nous fallait un budget qui doit aller par exemple à 54 milliards de dollars américains. C'est ça le budget où, si nous atteignons le cap des 54 ça sera dans quel exercice budgétaire? 2025. Écoutez, nous venons de loin. Même en 2025, c'est pas impossible parce que on venait d'être à 4,5 milliards de dollars américains ici. Mais aujourd'hui, on a triplé. Si en 2023, on saura déjà atteindre plus ou moins 15 milliards, si on triple ça aussi dans 1 ou 2 ans, donc pour dire que ce n'est pas impossible. Parce que c'est à ces niveaux-là où l'impact sera senti sur le plan social. Parce que le plan social, là, on parle de quoi? De financement des structures sociales de base. Parce que c'est ça même, il faut expliquer ce qu'on parle sur le plan social. Parce que les problèmes sociaux des natures sont globaux et totaux. Quand on parle de budget, quand on parle de plan social, il faut financer des structures sociales de base. Et vous verrez que dans le financement des structures sociales de base, le chef de l'État s'est déjà activé. Pourquoi? Parce qu'il y a la gratuité de l'enseignement qui fait partie qui peine quand même à décoller, il faut le reconnaître. Écoutez, quelles que soient certaines difficultés ou soit résistance passive rencontrée, mais la gratuité de l'enseignement suit son bon nombre de chemins. Parce que la gratuité de l'enseignement a permis à 5 millions, à plus ou moins 5 millions d'élèves d'accéder à l'école. Oui, aujourd'hui, il y a des élèves qui ne vont à l'école qu'avec leur cartable ainsi que quelques cahiers et étudient gratuitement.
Malgré, on sait que là où les gens avaient l'habitude de dépenser qu'il y a quand même des petites difficultés à rencontrer, mais il faut saluer cette... Là où les gens avaient l'habitude de dépenser beaucoup plus trop en termes de l'enseignement, parce qu'il y a des écoles aussi qui en ont fait un fonds de commerce, c'est là où ça pose un peu de problème, parce que leur argumentaire était non, nous fournissons des équipements adéquats, vous voyez un peu, c'est là où ça pose quelques petits problèmes, mais qui d'ailleurs est en train d'être remédié, parce que en termes de prévisions dans le budget 2023, l'État congolais, le gouvernement congolais a prévu une bonne cagnotte là pour renforcer le fonctionnement de ces écoles. Moi, j'aime bien le traité des écoles capricieuses. Donc, hormis cela, aujourd'hui, hormis la gratuité de l'enseignement qui déjà évolue sur son bon nombre de chemins, nous avons la maternité gratuite. Donc, la maternité gratuite aussi dans les cas de la couverture santé universelle, fait partie des structures sociales de base. Pourquoi? Parce que ça entre, comme vous l'avez si bien dit, dans la couverture de santé universelle. Or, donc pour dire que notre pays est mis sur un chemin de l'espoir. Donc, le pays est remis sur le rail. Israël Moutala, j'ai échangé avec des analystes économiques, des professeurs d'université, qui estiment que même le projet de budget de 14,5 milliards proposé pour l'exercice 2023, c'est toujours peu par rapport à la capacité financière dont regorge la République démocratique du Congo. Pour ces analystes, ils estiment que ça va favoriser davantage l'écoulage des recettes, parce qu'ils étaient montés au créneau lorsque le Premier ministre Sama Lukonde Kyenge avait présenté à l'Assemblée nationale, au Parlement, la loi des finances 2022, ils ont dit que 11 milliards par rapport à la RDC, c'est trop peu. Aujourd'hui, on peut leur donner raison parce que déjà dans 9 mois, les régies financières ont atteint les assignations, même les dépassées, dans 9 mois. Or, il ne reste que 2 mois pour que l'année se termine. Vous ne pensez pas que même les 14 milliards qui ont été proposés comme prévision budgétaire à l'Assemblée nationale, c'est trop peu, c'est pour faciliter les gens à encore voler? Avant que je réponde à cette question, j'aimerais rebondir sur la question relative au social de Congolais. Ça veut dire à l'impact social justement de l'accroissement du budget. Je suis très attaché. Autant que je suis attaché, je sens que ça me fait plaisir de voir que les recettes s'accroissent de manière importante. Je suis très attaché à la qualité de la dépense. La qualité de la dépense est quelque chose qui est importante. Et donc, si ça ne sert à rien de collecter plus d'impôts, d'avoir plus de recettes, si corrélativement, on n'améliore pas la qualité de la dépense. Donc les affectations doivent être... Absolument. Il faut absolument être vigilant sur les questions, notamment de la réduction du train de vie de l'État. Ce n'est pas une vue de l'esprit. L'État est trop cher. Ça veut dire quoi, réduction des trains de vie de l'État? Ça veut dire qu'on réduise les émoluments des députés nationaux et sénateurs, réduire les salaires de ministres? Réduire sensiblement tout ceci. Ça veut dire que vous avez beaucoup de structures de l'État qui font doublon. Vous avez des structures que l'État n'utilise plus. Donc je vais donner par exemple l'exemple de la Sofidé. Alors vous prenez un exemple, une banque comme celle-là, soit vous la liquidez, ou soit vous la récapitalisez pour qu'elle finance des projets de développement. Donc il faut absolument, moi j'aimerais aujourd'hui que les députés aient le courage d'examiner chaque ligne budgétaire pour faire des économies. Supprimer encore une fois des structures qui n'en valent pas la peine. Il faut absolument qu'on arrive à ça. Voilà pourquoi j'encourage aussi la maîtrise des effectifs. Depuis des lustres, on nous parle de la maîtrise des effectifs, ainsi de suite. Il faut que l'État maîtrise ses effectifs. Et de telle sorte, il va maîtriser ses dépenses, il va dégager des crédits pour des projets sociaux. Là, vous rentrez dans le cadre de la réforme de l'administration publique, telle qu'initiée par les vice-premiers ministres et donc, le ministre de la fonction. Pourquoi? Parce qu'il n'y aura jamais, on ne dira jamais, il n'y aura jamais un problème. Les problèmes sociaux seront toujours là. Mais quand on dit le social de Congolais, c'est quoi? L'accès à l'éducation. La gratuité, si j'avais réfléchi avec mes lunettes d'intellectuel, je n'aurais jamais procédé comme le président de la République. Encore une fois. Ça veut dire quoi? Très volontariste. Moi, j'allais dire, non, d'accord, je recherche d'abord les ressources
Et puis, j'enclenche la réforme, le processus. Lui, non. Le président dit non. Lui, il a besoin des résultats. Lui, je commence un processus et les moyens vont suivre. Voilà. Et les moyens ont suivi. Et c'est là que je dis quand même que le volontarisme du chef de l'État est exceptionnel. Et sur la mobilisation des recettes, et sur la gratuité de l'enseignement. Donc moi, je me disais, moi j'étais le premier à être sceptique par rapport à ce projet. Mais j'ai vu qu'il y avait plus de 4 millions d'enfants. J'ai des neveux, j'ai des nièces, j'ai des enfants qui vont à l'école. Et je vois que les classes sont surpeuplées. Surpeuplées pourquoi? Parce qu'il y a la gratuité de l'enseignement. Maintenant, il y a un autre problème qu'on a créé et qu'on va résoudre. Mais on va résoudre comment? Parce que maintenant, aujourd'hui, on a les moyens, plus ou moins, de résoudre un certain nombre de problèmes. À part les appuis budgétaires de la Banque mondiale et du FMI, nous avons maintenant une capacité de mobilisation assez accrue qui peut nous permettre justement d'atteindre ça. Encore une fois, l'État ne va pas distribuer des chèques à tout le monde. L'argent qu'il collecte, c'est pour investir dans les infrastructures, notamment les infrastructures structurantes. Donc je parle de la route, donc quitter Banana et arriver à Kasumbalé en passant par Bandundu, Bakongo, les deux Kasaï, le Haut-Katanga et ainsi de suite. Remonter de Kasumbalé à Kasumeno, Kindu, Bukavu, Goma. Il faut investir dans le voie des communications, les infrastructures routières, dans le rail et tout ça. Et ça, c'est le moteur du développement. C'est le moteur du développement. Et comme ça, on crée de la cohésion nationale, on crée de la richesse nationale, on fait de ce grand ensemble un grand marché, et ainsi de suite. Donc pour moi, voilà les défis. Et ensuite, c'est comme ça, les Congolais ne veulent pas être des assistés. Il faut que nous quittions la culture du fonctionnariat. Les Congolais doivent être des entrepreneurs. Tout le monde ne doit pas être... éviter d'être fonctionnaire de l'État. l'État. Tout le monde ne doit pas être engagé par l'État. L'État est une machine au service de l'intérêt public. Donc l'État, nous sommes 100 millions de Congolais, il n'y aura pas 100 millions de fonctionnaires. L'État, c'est 100 millions, une population de 100 millions qui peut employer, par exemple, il y a des ratios, qui peut employer, par exemple, 1 million de fonctionnaires. Mais des fonctionnaires avec des postes pourvus, avec des qualifications précises, pas du clientélisme. Donc, c'est avec cette machine de 1 million de personnes qui travaillent pour l'intérêt général, parce que tout le monde ne peut pas travailler pour l'État. Donc, chacun est entrepreneur et fait ceci. Et si je comprends bien, vous encouragez les partenariats publics-privés, mais pour créer une petite unité de production, une PME, il faut l'encadrement, justement, de l'État, parce que pour ouvrir une entreprise sous d'autres cieux, c'est en un jour. Mais ici... L'ANAPI est en train de faire un travail exceptionnel avec son DG Anthony Kinzo, qui travaille sur l'amélioration du climat des affaires, qui réduit les délais, qui rend la transparence effective, qui travaille sur les questions d'accession à l'eau pour les industriels, d'accession à l'électricité dans un délai court, de la création d'une entreprise en moins de 48 heures, d'accession au fonds, quelle est la procédure devant le cadastre. Donc il y a plusieurs réformes qui sont lancées sous... je vois aussi le volontarisme du ministre Moigno par rapport à ça. Je pense que ça va aller... C'est des questions, tout ça c'est des faisceaux qui font qu'on redevienne un État normal. On redevient un État sérieux. Effectivement, la RDC est très loin. Mais parce que vous avez évoqué tout à l'heure la question de l'inflation ici. Mais il y a une inflation qui est importée. Parce que le prix de l'énergie, à cause de la guerre en Ukraine, oui. Voilà, il y a des inflations qui sont importées. Il y a certains produits à cause des engrais chimiques, parce qu'on a des problèmes avec l'approvisionnement, parce qu'il y a la guerre en Ukraine. Il y a cette inflation qui est importée et nous la subissons. Une inflation importée, mais pas à plusieurs égards, du fait que peut-être nous subissons de manière par procuration. Absolument. Par procuration. Mais voilà pourquoi nous devons mûrir notre question de l'indépendance énergétique. Nous devons, comme je l'ai dit encore tantôt, boucler nos projets structurants, INGA 3 et Grand INGA, pour que nous soyons... comment dirais-je, indépendants sur le plan énergétique. Nous devons être aussi indépendants sur le plan alimentaire. Donc ça doit aller très vite. Toutes ces questions-là. Israël, on va y revenir, parce que ce sont des défis à relever. Patrick Makanga, d'un côté, le gouvernement Sama Lukonde a réalisé de prouesses, n'est-ce pas, un exploit que d'aucuns qualifient d'inégalable par rapport à ses prédécesseurs. Mais de notre côté, la dette de la RDC ne fait qu'augmenter. Comment expliquer ce paradoxe? Non, vous verrez que la République démocratique du Congo se retrouve parmi les pays les moins endettés du monde. Ça, c'est le contraire. En tout cas, nous sommes les pays les moins endettés. On parle de plus de 2 milliards de dollars. Donc, nous sommes les moins endettés du monde. Si vous allez dans des grandes démocraties, dans des pays tels que les États-Unis d'Amérique, qui, j'ai vu dernièrement, a eu à emprunter 100 milliards de dollars à la Chine, par exemple. Et si vous voyez des dettes telles que les États-Unis d'Amérique, ça va au-delà de ces montants que je viens de vous citer. Nous, contracter des dettes, ce n'est pas un problème.
Le problème, c'est quoi faire de l'argent que vous avez reçu. Si cet argent va être injecté dans des projets de développement pour créer beaucoup plus de moyens, tant mieux. Parce que même en termes des investissements, il faut que nous puissions quitter le budget de consommation, créer aussi des budgets pour des investissements. Mais vous constaterez que tout ce que nous avons comme budget aujourd'hui va en grande partie dans la consommation et non dans les investissements. Et bouffé aussi par les institutions. Bien évidemment. Je pense que M. Israël Moutala vient de soulever cela. Donc, nous devons aussi quitter l'étape de consommer. C'est comme quelqu'un qui n'a pas d'épargne. Il est là, il prend tout, il consomme sans pour autant, plutôt, pas épargne, mais quelqu'un qui n'investit pas. Donc là, nous risquerons de rester dans le statu quo. Parce que le jour où nous atteindrons la mobilisation à 100%, donc ça veut dire que le pays va s'arrêter. On va s'arrêter à ce niveau? Non. Nous devons créer des projets d'investissement pour booster beaucoup plus notre économie, notre budget aussi, booster davantage notre budget. Parce qu'aujourd'hui, en termes de propositions, moi je pense que nous devons, hormis la responsabilité du gouvernement, il y a aussi la responsabilité des législateurs, par exemple, nos différents députés nationaux, donc l'Assemblée nationale et le Sénat, parce que tel que dans le domaine de l'agriculture, il faut, des lois que nous avons sont obsolètes. Il faut mettre en place des lois qui sont, mettre en place un arsenal juridique attrayant, oui, qui attire des investisseurs. C'est là où je salue la bravoure et la bravoure et le savoir-faire du professeur Modeste Bahatulukobo qui y a pensé, qui a pensé pour essayer de mettre en place une loi. Le président du Sénat, le président du Sénat, pour mettre en place une loi dans le domaine de l'agriculture, une nouvelle loi. Parce qu'il faut qu'il y ait aussi des textes qui doivent encadrer le secteur. Alors, comme vient de dire M. Israël Moutanda, là je reviens un peu là-dessus, il nous faut mettre en place un système de réseau. Parce que le système de réseau, quand on parle d'un système un réseau routier, un système de réseau routier, on a des voies. On a des voies nationales, donc des voies principales, des voies secondaires et puis des voies tertiaires. Des routes tertiaires, il y a même des routes d'évacuation des dessertes agricoles. Et avec le projet de 145 territoires, sur ce point-là, nous insistons vraiment à ce que l'œil et les bons soient ouverts pour l'exécution en bonne et due forme de ce projet. Parce que c'est un projet intégrateur, un projet qui va transformer nos territoires. Parce que nos territoires aujourd'hui sont comme des petits villages. Donc presque des territoires qui se comportent en village. Et c'est qui favorise l'exode rural, parce qu'on pense que Kinshasa est devenu aujourd'hui l'Eldorado. Quand on arrive à Kin, la vie change et puis vous verrez que les villages sont en train de se vider. Tout ça, c'est dû à quoi? C'est dû au fait que même l'ancien cultivateur artisanal a arrêté de cultiver. Pourquoi? Il n'y a pas un moyen de transport pour évacuer ce qu'il cultivait. Vous verrez, vous constaterez que dans le pays tel que la République démocratique du Congo, nous, de par nos us et coutumes, nous avons des terres dans nos villages. Tel que moi, je suis du Bandundu. Je suis du territoire de Boulungu, dans mon village, Kassa, Baba Kassa. Chez nous, nous avons des terres. Nous avons des terres, mais qui ne sont pas assez exploitées. Pourquoi? Même nos frères qui sont en train de cultiver là-bas, pour faire évacuer ne fût-ce qu'un sac de manioc jusqu'ici, en tout cas, c'est une vraie casse-tête. Or, si ces petits centres ruraux, dans nos différents villages, sont reliés à nos territoires, et que nos territoires sont reliés à Kinshasa, vous verrez comment nous allons maintenant atteindre l'autosuffisance alimentaire. Donc, il faut qu'il y ait des infrastructures routières, donc des voies de communication. Bien évidemment, c'est là que nous allons même arracher l'indépendance. C'est là que nous allons même arracher l'indépendance économique. Parce que nous ne sommes pas encore indépendants jusqu'à présent, malgré les plus de 72 ans d'indépendance que nous avons. Parce qu'un pays est indépendant s'il est économiquement. Or, on est économiquement indépendant si notre système sait prendre en charge, si notre consommation est prise en charge par notre production. Mais vous verrez que nous sommes un pays doublement importateur. Nous importons les produits vivriers et nous importons l'énergie. Raison pour laquelle nous importons même des inflations, comme venait de le dire M. Israël Moutanda. Nous importons des inflations. Moindre querelle là-bas chez les Occidentaux, nous en pâtissons. Moindre pomme là-bas, nous sommes en difficulté aujourd'hui. Mais il faut
sur ce point de vue aussi, jeter des fleurs au gouvernement congolais. Parce que le gouvernement congolais, au lieu de renvoyer cette crise au niveau de la population, crée un blocage, au moins de subventions. Le gouvernement parlait de la subvention de 40%, tel que le carburant. Le chiffre du carburant. Tel que le carburant, le gouvernement subventionne. Mais ce n'est pas une très bonne politique à long terme. Jusqu'à quand? Parce que voilà, le gouvernement a perdre les moyens de sa politique. Ce n'est pas une bonne politique jusqu'à long terme parce que cet argent qui enrichit les pétroliers pouvait servir dans des investissements, même dans le domaine de l'agriculture. Patrick Makanga. Merci. Donc, je sais que pour dire que j'étais en train de terminer pour aborder notre sujet. Ensuite, moi, ce que je peux proposer en tant que Congolais est que les dépenses au niveau des institutions soient plafonnées et que le surplus que nous aurons, les dépenses au niveau des institutions du reste budgétaire, soient plafonnées au niveau où nous sommes aujourd'hui. Nous pensons qu'ils sont mieux nantis déjà. Ça veut dire quoi? Mieux nantis, ça veut dire quoi? En termes de recettes. Ce que les institutions consomment en termes de recettes, moi je propose que cela soit bloqué à ce niveau et que tout ce que nous aurons de surplus soit injecté dans le projet allant dans le sens à alimenter. Non, ça veut dire jusqu'à l'atteinte des assignations budgétaires, qu'on puisse bloquer certaines dépenses au niveau des institutions. Je dis hormis cela, dans les jours à venir, nos institutions, ils ont ils ont de belles types, ils ont de belles maisons. Ce sont là des dépenses des institutions. Vous voyez? Et qu'on doit bloquer les dépenses, on plafonne pour ne pas avoir aussi un chef de l'État qui s'habille bizarrement, avoir des ministres maigrichons qui ne mangent pas bien. Je pense que ce qu'ils ont déjà aujourd'hui soit bloqué à ce niveau. Et tout ce que nous aurons des surplus en termes de recettes est maintenant. Et dans les jours qui vont, dans les années qui viendront, qu'on puisse maintenant injecter ça dans les projets allant dans le sens à alimenter les structures Makanga, sociales de base. C'est aussi une façon pour nous de montrer de l'intérêt aux attentes de la population. Parce qu'il y a les problèmes de transport, il y a les problèmes de soins de santé, les problèmes de l'éducation. C'est un point de vue qui est partagé. Voilà. Israël Moutala, je voudrais savoir, je ne sais pas si vous allez entrer dans la pensée du chef du gouvernement. Quelle a été la recette, d'après vous, pour qu'aujourd'hui, les mêmes régies financières qui emploient les mêmes cadres, je ne pense pas qu'il y ait eu beaucoup de changements, à part les mandataires, c'est toujours les mêmes directeurs de la DGI, les mêmes directeurs qui travaillent à la DGDA, à la DGRAD, dans toutes ces régies financières, c'est toujours les mêmes personnels qui autrefois étaient décriés, n'est-ce pas, dans le coulage des recettes, et aujourd'hui, ce sont des prouesses, les assignations budgétaires ont crevé les plafonds. Quelle a été la recette d'après vous? Moi, je crois que la recette, c'est une recette managériale. C'est une méthode dans son style, une méthode sérieuse, une méthode appliquée, une méthode pas clinquante, pas bling-bling, mais donc de quelqu'un qui est attelé au devoir, quelqu'un qui a le sens du devoir. Ça veut dire? Sama, c'est pas un politique. Il est technocrate. Voilà, c'est le profil. D'abord, de par ses études. Absolument. C'est le profil d'un technocrate. Et les technocrates, ils aiment que les résultats puissent parler pour eux plutôt que le verbe. Et donc, le modèle ici, c'est souvent les politiques qui ont le verbe haut, qui font des promesses, parfois et souvent d'ailleurs, qu'ils ne les réalisent pas. Et donc, dans ce pays, on a beaucoup promis, on a beaucoup parlé. Donc, je pense qu'aujourd'hui, nous sommes à l'heure où les actes doivent être plus forts que nos dires. Et donc, je pense que Sama est de cette école qui laisse parler ses œuvres, les actions, voilà. Bon, il a une façon de diriger qui est celle-là. Patrick Makanga, même question. Nous sommes en train de terminer cette émission. Les recettes pour ces miracles que moi j'appelle miracles Sama. Si vous avez un chef du gouvernement qui du reste n'est pas connu des musiciens, apparemment c'est ça la recette. Qui n'est pas connu des musiciens, un chef du gouvernement. Ça veut dire qu'il n'est pas chanté. Le nom n'est pas cité dans des parcelles qui s'achètent ici à Kinshasa et partout dans le pays. Donc cela veut dire quoi? C'est pour moi une façon de dire que c'est un monsieur concentré dans ce qu'il fait. Là, coup de chapeau. Coup de chapeau, nous avons besoin de tels Congolais. Au-delà de nos appartenances politiques, au-delà de tout ce que nous avons comme envie, surtout, nous devons rester objectifs et travailler pour le Congo d'une manière effacée. Parce qu'avec
le Premier ministre que nous avons, Jeanne Kelly, en principe, c'était quelqu'un qu'on devrait écouter dans toutes les boîtes de nuit de Kinshasa. Mais on sent que c'est un monsieur concentré et cela nous réjouit surtout, non pas par sa personne, mais le résultat qui s'ensuit. Donc, coup de chapeau au chef de l'État, du soit porté par ce monsieur, et coup de chapeau à tous les Congolais qui travaillent pour que nous ayons ce que nous avons aujourd'hui et nous les encourageons. Que Dieu bénisse leur vie, leur famille, leur progéniture. Dernière question, Israël Moutala, dernière question, ce sera pour vous deux et puis nous allons terminer cette émission. Dans quel secteur de la vie sociale, de la vie nationale, voudriez-vous que le budget, les projets de budget qui a été présenté au Parlement, celui de 14,5 milliards de dollars, puisse mettre l'accent dans quel secteur précisément, selon vous? Avant de répondre à une question, je réponds à une question à laquelle je n'ai pas répondu. C'est la question des professeurs d'économie qui pensent que 14 milliards c'est peu, ça favorise le coulage de recettes. Voilà. Je dis qu'ils ont raison, ils ont à la fois raison, ils ont à la fois tort, mais fondamentalement ils ont raison. Mais je dirais pourquoi ils ont tort. Pourquoi d'abord ils ont raison? La pression fiscale moyenne en Afrique subsaharienne est de 30%. C'est-à-dire que sur la richesse produite, l'État, quand l'État perçoit au moins 30% la valeur de 30% de ce PIB, on dit que vous êtes dans les normes. Parce que la pression fiscale parfois en France peut atteindre 45, voire la moitié. Mais à RDC, elle est très faible. Elle est très faible. Donc aujourd'hui, nous sommes autour, tout dépend. La difficulté que nous avons en RDC, c'est parce que la population, on ne connaît pas le nombre de la population. Donc vous allez voir, quand ça arrange le gouvernement, parfois il dit que la pression fiscale est forte. Il utilise le chiffre de 80 millions ou de 100 millions, voilà, tout dépend, ou de 120 millions. Mais alors, fondamentalement, nous avons un budget de l'année passée, c'était à peu près 60 milliards un PIB de 60 milliards de dollars. C'était la valeur. Sur les 60 milliards de dollars, si on met une pression fiscale de 30%, c'est-à-dire que l'État doit être en mesure de collecter sur ce PIB-là à peu près 18 milliards en ressources propres. Voilà la cible. Mais pour y arriver, c'est vrai, il y a des réformes qu'il faut faire. Nous sommes dans un pays d'inculture fiscale. Donc, nous sommes à peu près 100 millions d'habitants, mais le répertoire fiscal ne contient qu'à peine 161 000 personnes qui sont contribuables. Presque près de 200 000, oui. Après les 200 000. Et sur les 200 000, il n'y a que 200, à peu près 200 grandes entreprises sur lesquelles repose le poids fiscal. Donc là, les réformes, c'est de faire en sorte que dans un premier temps, que nous passions d'à peu près 200 000 contribuables à plus ou moins 1 million, dans un premier temps, sur une population de 100 millions d'habitants. Après, peut-être recensement, tout ça. Et donc, vous voyez les efforts qu'il y a à faire justement pour capter ça. Donc, pour capter les 18 milliards, le professeur a raison. Mais pour le capter, il y a des réformes qui doivent intervenir, dont les fruits vont nous attraire de là-bas. Alors, même la DGI, vous avez vu par exemple à Kasumbalé, c'est les réformes qu'on a faites pour éviter le coulage, pour éviter la fraude, pour informatiser. Les logiciels que l'État a achetés, notamment Logirad, Isis, Régie et tout ça. Ce sont des efforts justement pour mutualiser toutes ces informations financières. Vous avez aussi la question, par exemple, pour la DGI notamment. Il y a des réformes, il faut qu'elle s'implante encore d'autres directions dans certaines villes. Il faut du personnel formé et tout ça pour capter toutes les niches fiscales. Voyez-vous, c'est en faisant ces réformes-là qu'on va atteindre. Mais on est sur une bonne lancée. Et les secteurs sur lesquels on a misé dans le prochain budget? Pour moi, la grande question d'abord, avant d'envisager une redistribution de richesse, c'est d'abord créer de la richesse. Et donc, pour moi, la grande question, c'est de mettre de l'argent dans les infrastructures énergétiques et de transport. Henry Morton Stanley avait dit, sans chemin de fer, le Congo ne vaut pas un penny. 2 siècles plus tard, je ne sais pas moi combien, c'est toujours vrai. C'est d'âge est toujours valable. Pour moi, je serais heureux le jour où on va le cuivre du Katanga, le cuivre du Lualaba, le cuivre du Congo va quitter le Lualaba ou l'autre province, ou bientôt le lithium ou le coltan du Kivu va passer par route, par rail, au chemin de fer. Chemin de fer au Katanga, ça passe par les 2 Kasaï,
le pont sur Ilebo. Jusqu'à Cape Town ou bien jusqu'à ça Lobito. ressort par Banana, par Bandundu Banana. Que nous ayons une voie domestique, d'abord, une souveraineté en termes de logistique, et où nous avons un port en eau profonde à Banana. Et donc, quand on aura relié l'Est à l'Ouest par rail, pour moi, ça sera le début, avec un port en eau profonde. Quand on aura fait Inga, quand on aura fait les routes de la nationale numéro 1, la nationale RN4, la RN3, RN2, toutes ces routes-là. Patrick Makanga, c'est la même chose aussi que vous. Un secteur porteur sur lequel vous vouliez que le projet de budget, la loi des finances 2023 puisse s'apaisantir. En 2 mots rapidement. Étant donné que le secteur social est des fois objet de récupération politique de ceux qui sont de mauvaise foi, moi je pense qu'on doit investir dans les routes des dessertes agricoles et dans le domaine de l'agriculture pour atteindre la sécurité alimentaire. Voilà. Je termine juste en disant rapidement, que c'est pas qu'on va financer avec les grands projets structurants qui demandent des milliards de dollars avec notre budget, mais le budget, on peut lever les fonds, on peut servir du budget comme un levier pour avoir des fonds et financer nos projets structurants à long terme. Le modèle du projet des 145 territoires est un bon projet parce que là, le FMI et la Banque mondiale, je crois, ils ont mis 1 milliard et les 600 millions ont été mis par l'État congolais. C'est un projet qui est financé à hauteur de 1,6 milliard, dont le 1 milliard par les partenaires extérieurs et 600 millions de ressources internes. Voilà, mesdames, messieurs, vous avez été nombreux à suivre ces magazines Focus Eco qui s'est apaisanti sur l'exploit historique réalisé par le gouvernement Sama Lukonde Kyenge. Dans 9 mois, les régies financières ont atteint leurs assignations budgétaires en termes des recettes. Et le reste 2 mois, donc le 2 mois qui nous reste, ce sera un collectif budgétaire. Je pense une loi sur les collectifs budgétaires qui doit être déposée au Parlement pour poursuivre la gestion en termes d'argent de notre pays, la République démocratique du Congo. Il ne me reste qu'à dire sincèrement merci à mes invités, Patrick Makanga, Israël Moutala. Merci d'être venu. Merci surtout à vous tous qui nous avez suivis. Bonne suite de programme sur votre télévision.